Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment de nous avoir rejoints aujourd'hui pour un sujet, vous allez le voir, qui concerne, qui est un sujet central qui concerne vraiment très directement les musées aujourd'hui. Suite notamment à la création en 2024 d'une mission de préfiguration pour la recherche de provenance par le service des musées de France, qui est rattaché, comme vous le savez, au ministère de la Culture. Alors, peut-être quelques mots très simples pour introduire cette première réflexion. La recherche de provenance, ça consiste en fait à documenter aussi précisément que possible la succession des propriétaires d'un objet ou d'une œuvre d'art jusqu'à son entrée dans les collections du musée. Et ces informations, vous imaginez, sont essentielles pour comprendre leur histoire, l'état dans lequel ils sont parvenus jusqu'à nous, mais également, et ça c'est très important, pour s'assurer de la légalité de leur parcours et de l'absence de tout risque de trafic ou de spoliation. Alors, le musée des Beaux-Arts porte déjà depuis plusieurs années une attention spécifique à la provenance de ses collections d'antiquités, de ses œuvres aussi extra-européennes, ainsi qu'au risque de spoliation durant la période qui s'étend, je vous le rappelle, de la prise du pouvoir par le parti nazi en Allemagne à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en gros de 1933 à 1945. Et en 2024, le Musée des Beaux-Arts a participé à un programme financé par le ministère de la Culture, de recherche de provenance et de cartographie du risque, donc entre 1933 et 1945, portant sur les collections de 5 musées Auvergne-Rhône-Alpes, pilotés par la Direction régionale des affaires culturelles et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1943 et 1945. Donc aujourd'hui, nous souhaitions, avec Stéphane Pacou, et je le remercie d'avoir accompagné et porté ce travail de recherche au sein du musée, nous souhaitions partager les résultats, ces premiers résultats, en invitant 2 chercheuses qui ont conduit cette étude, Déborah Feskindley, historienne de l'art, conseillère en art, Nathalie Neumann, historienne de l'art à l'Université de Mayence, experte franco-allemande en recherche de provenance. Et nous souhaitons tout d'abord, très simplement, vous inviter à nous expliquer ce qu'est la recherche de provenance, quel est le cadre juridique international dans lequel elle s'inscrit et quelle est son actualité. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Bonjour à tous et merci de votre présence pour nous, chercheurs. C'est toujours un moment très précieux de pouvoir partager les résultats de notre mission et pouvoir échanger avec vous sur ces questions de provenance. Alors, qu'est-ce que la recherche de provenance ? Vous avez commencé à la définir très justement. La recherche de provenance, c'est avant tout une enquête et une démarche rigoureuse, scientifique, qui vise à retracer le parcours d'une œuvre d'art depuis sa création jusqu'à sa situation actuelle, en identifiant les changements de propriété, les contextes de circulation, les contextes géographiques, les contextes historiques et évidemment les zones d'ombre. Donc c'est une démarche scientifique, éthique, qui est fondée sur la transparence et la responsabilité et qui va, comme vous l'avez dit, interroger je dirais, la légitimité de la présence d'une œuvre dans la collection en engageant une réflexion sur les conditions dans lesquelles le patrimoine muséal a été constitué. Alors, effectivement, moi, j'ai une double casquette de chercheur de provenance et de spécialiste du marché de l'art. Et donc, par mes expertises, j'ai la possibilité de voir ce qui circule sur le marché de l'art, les œuvres documentées, voire sous-documentées, et de confronter ça avec justement cette exigence éthique de rigueur documentaire qu'on va avoir en recherche de provenance. Donc vous l'avez compris, concrètement, la recherche de provenance, c'est le fait de documenter le parcours d'un bien culturel depuis sa création jusqu'à sa localisation actuelle, donc à reconstituer
la chaîne de propriété, on en parlera tout à l'heure lors des exemples qu'on va vous présenter, les changements de main, les conditions de ces déplacements, c'est vraiment important, dans tous ces sens du terme géographique, historique. Et donc, l'objectif est double. Souvent, on ne parle que d'un objectif, mais il y a un double objectif, c'est-à-dire d'abord sécuriser juridiquement la propriété des œuvres en garantissant qu'évidemment qu'elles sont entrées dans les collections de manière légitime, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'acquisitions asymétriques, irrégulières, de spoliation. Et second point, évidemment, c'est enrichir la connaissance historique, humaine des collections en restituant la part d'histoire qu'elle porte avec elle. Donc, c'est une discipline qui a connu beaucoup d'évolutions ces dernières années et qui s'enracine évidemment dans des pratiques très anciennes, puisque à l'époque, la provenance est déjà mentionnée au XVIIIe siècle dans les catalogues de collections, dans les catalogues de collections princières, dans les catalogues de collections royales, mais elle figure comme un outil de valeur marchande, comme un outil aussi d'attribution, dans cette science de l'attributionnisme qui naît alors. Alors qu'aujourd'hui, elle va vraiment prendre une autre valeur, une autre caractéristique en tant qu'outil de transparence et de légitimité patrimoniale dans les collections publiques. Est-ce que tu veux rajouter ? Oui, on peut. Alors on peut tout de suite effectivement en parler. Il y a, donc, comme vous le voyez à l'écran, 4 champs de recherche qui sont liés à la recherche de provenance, dans laquelle la recherche de provenance est tout à fait utilisée. Donc évidemment, les spoliations entre 1933 et 1945 qui sont liées aux persécutions antisémites et au pillage organisé durant la Seconde Guerre mondiale, les biens issus de contextes coloniaux, les restes humains qui génèrent aujourd'hui des questions éthiques et évidemment ce qu'on voit beaucoup sur le marché de l'art et qui est sous le feu de l'actualité, le trafic illicite de biens culturels qui va inclure le vol, le pillage archéologique, le faux et la contrefaçon. Donc, peut-être juste pour préciser les choses, aujourd'hui, donc, puisque nous parlons de la mission Aura 1, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, nous concentrons sur le champ des spoliations, donc en contexte national-socialiste, qui est historiquement à l'origine de la création de la discipline telle qu'elle s'est structurée ces 30 dernières années. Et donc, dans ce contexte, la locution spoliation entre 1933 et 1945 va désigner le vol, la dépossession d'apparence légale mise en œuvre dans le cadre de la légitimation du régime nazi en France et du régime de Vichy, ainsi que les ventes forcées ou sont sous contrainte intervenues pendant cette période. Mais quelle que soit la situation, quel que soit l'organisme de prédation, quel que soit l'acteur, l'action, qu'il s'agisse de l'ERR, alors on n'a pas le temps aujourd'hui d'en rentrer dans toutes ces questions-là, mais voilà, quel que soit cet acteur-là, qu'il s'agisse de la Meuble Action, d'une administration provisoire ou d'une vente asymétrique, la question centrale qui reste, c'est est-ce que le transfert a été ou non de nature confiscatoire. Si oui, alors, au sens des principes de Washington, donc on aura l'occasion de reparler, il s'agira d'une spoliation. La Seconde Guerre mondiale a entraîné le plus vaste
déplacement de biens culturels de l'histoire, à la fois par le pillage, comme vous le voyez à l'écran, systématique mené par les autorités nazies et par les ventes forcées sous contrainte des familles persécutées et par les prédations de l'ensemble des objets précieux. On va peut-être parler du contexte allemand qui est aussi à l'origine de la discipline. Voilà. Je souhaite également remercier le musée de Beaux-Arts de Lyon de nous avoir confié la mission l'année dernière, mais aussi la possibilité de partager aujourd'hui avec vous les résultats. Ça nous importe vraiment beaucoup pour qu'il y ait aussi un intérêt du grand public quand vous allez voir les collections. Le contexte historique, bien sûr, il a été causé plus ou moins, à la Deuxième Guerre mondiale, qui a été déclenché par un régime terroriste dictatoriel, les nazis, qui, dans leur ferveur belliqueuse, se sont aussi systématiquement emparés de biens mobiliers et immobiliers. C'est inconcevable combien d'objets ils ont pillés, spoliés, volés dans les pays à travers toute l'Europe occupés, avec des phases différentes, entre 33, 38, 39, voire 40, quand ils sont arrivés à travers la Belgique, les Pays-Bas, en France. Voilà, je dis ça juste, vous avez des bases, des connaissances approfondies de l'histoire, c'était juste pour le rappeler un tout petit peu, le contexte. Donc avec cette délocalisation, translocation, ça c'est le terme forgé pour ce déplacement d'œuvres d'art par une chercheuse, grande historienne de l'art, professeure universitaire à Berlin, Bénédicte Savoie, pour décrire cette translocation, donc le mouvement des objets d'un pays à l'autre. Et vous savez peut-être qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, Monuments Men, c'était pas seulement George Clooney, mais en fait ses prédécesseurs, qui se sont au sein des armées, il y avait des services de protection. Ils se sont emparés du sujet très tôt afin d'avoir suffisamment d'informations. Et le nom de Rose Valland vous est peut-être aussi familier. Donc, c'est la dame, historienne de l'art, qui, au cœur de la spoliation allemande à Paris, a tenu de liste afin d'aider et même mener à bien une mission jusqu'à la fin de sa vie, afin de retrouver les œuvres les œuvres d'art déplacés à droite et à gauche. Les Alliés ont créé des points qu'on appelle le collecting point. Donc vous avez une des images ici, là, par circonstance, c'est pas un château, c'est pas Neuschwanstein, c'est pas le centre d'histoire de l'art. Aujourd'hui, c'est le centre d'histoire de l'art à Munich, qui était l'ancien collecting point. Donc de là, c'est placé donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, 45-46, jusqu'à la création de l'Allemagne fédérale, un service international pour faire le déplacement dans le sens inverse et cataloguiser avec des historiens de l'art tous ces objets. Ça peut être des instruments de musique, c'est des objets d'art, ça va jusqu'aux machines à coudre, donc voilà. Tout cela a été encadré, tout ce mouvement a été encadré par des lois. Et dans un premier temps, c'était les Alliés, donc responsables pour ce mouvement. À partir des années 49, 50, voire 56, il y avait des lois créées par l'Allemagne fédérale afin d'aider à une sorte d'indemnisation et aide aux personnes qui ont perdu leur propriété. Et c'est aussi pour les personnes, les ayants droit, de les aider pour pallier l'injustice vécue, même si ce n'était pas possible. Donc c'est une situation de désarroi, de désespoir et qui ne peut pas être comblée par l'argent. Et suite à ces premières lois, il y avait une pause.
il y avait un silence qui commençait à peu près en 72. Et pour le marché d'art, il y a un effet qui se sent très fortement. Il y a tout d'un coup des œuvres d'art qu'on cherchait qui réapparaissent sur le marché, soit déposées chez des privés, très souvent par les privés, et même dans les musées, c'est des peintures qui sont à nouveau accrochées, disponibles. Donc, avec la chute du mur, il y a un changement politique à travers l'Europe. Il y a des archives qui s'ouvrent, il y a des nouvelles politiques qui se mettent en place, et il y a une poussée, d'abord depuis le privé, donc des auteurs, de la troisième génération, des personnes spoliées qui prend la parole avec des publications. Monsieur Gutmann qui raconte l'histoire de son grand-père spolié aux Pays-Bas, mais d'origine juif berlinois. Donc c'est entre autres son livre qui déclenche un débat aux États-Unis, mais international. Et comme c'est à Washington, on appelle la suite d'une convention définie et signée. Donc c'est une convention qui veut dire vous pouvez, mais vous n'êtes pas complètement obligé. Cette convention s'appelle les Principes de Washington. Elle a quelques années maintenant. Elle a 25 ans, 27 ans. Les deux principes les plus importantes, c'est celle que les institutions publiques des 44 pays qui ont signé, dont la France, l'Allemagne, la Suisse, mais aussi la Turquie, s'engagent à regarder de façon proactive dans leurs fonds, dans leurs collections, s'il y a eu acquisition asymétrique, et ensuite chercher de façon proactive les propriétaires d'avant 1933, ou bien donc, vu la durée du temps, leurs ayants droit. Voilà, ces principes de Washington ont donné lieu à beaucoup de réflexions à travers l'Europe. L'Allemagne, le plus concernée, elle a mis un peu plus d'argent que d'autres pays à ce moment-là. Mais comme l'Allemagne, la tâche culturelle, elle est fédérée par les Landes, les très grandes régions, le mouvement, est, à l'inverse de la France, il venait du bas, donc par, entre autres, une association de recherche de provenance qui s'appelle Arbeitskreis. Et donc, c'est des chercheurs, historiens de l'art, des archivistes qui ont poussé afin que la politique culturelle du haut s'applique. Et il y a eu création d'une fondation qui s'appelle Lost Art Foundation, DZK, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, et le ministère a aujourd'hui, donc c'est une création d'il y a 20 ans, et cette structure verse 6 millions d'euros par année pour la recherche de provenance. Dans l'association même, donc on s'entrecoupe sur la participation. Dans l'Arbeitskreis, aujourd'hui, on a 600 membres, chercheurs, chercheuses qui travaillent dans les musées ou en mission indépendante. Voilà, en France, le contexte est un peu différent. En France, déjà, dès 1943, comme vous le savez, le gouvernement en exil à Londres publie cette déclaration solennelle de Londres qui annule tous les actes de spoliation durant la guerre. Cette déclaration se transforme en ordonnance, c'est la fameuse ordonnance du 21 avril 1945, et qui donne naissance à la création de la CRA. Donc effectivement, comme vous le savez, en 1945, avec ces fameux Monuments Men, 60 000 œuvres reviennent d'Allemagne. Sur ces 60 000 œuvres qui reviennent, 45 000 sont déjà restituées. Donc, vous voyez qu'il y a une grande campagne de restitution qui est menée dans l'immédiat après-guerre. Sur les 15 000 œuvres environ restants, il y a ces fameux 2000 MNR dont on pourra reparler, et il y a environ 13 000 œuvres qui sont vendues par les domaines. Et puis, effectivement, après, on est dans une autre dynamique, il y a d'autres priorités, et progressivement, un long sommeil s'installe. Oui, voilà,
on va dire que ces questions-là ne sont plus des priorités politiques et il va falloir attendre quelques années puisque c'est d'abord ces publications qui vont réveiller les choses. Donc évidemment, le The Rape of Europe de Lynn Nicholas et le Musée disparu d'Hector Feliciano. Et puis, vous avez en 97 le fameux discours de Jacques Chirac sur la rafle du Veldiv qui va donner naissance à la création de la mission Matteoli. Donc, la mission Matteoli, c'est 97-2000 environ, et c'est une mission sous l'égide d'Alain Juppé, il me semble, qui est chargée de dresser un état des lieux des spoliations économiques et artistiques. Ensuite, en 99, en France, il y a la mise en place de la CIVS, donc c'est cette fameuse commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Dans ce courant, on attend encore 2019, donc vous voyez que les choses mettent un certain temps, et c'est normal. Donc la création de ce qu'on appelle la M2RS, la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, qui est rattachée au ministère de la Culture, et très récemment, au niveau du service des musées de France, cette préfiguration de la mission de recherche de provenance. Avant cela, en 2023, il y a quelque chose de très important qui a été voté à l'Assemblée nationale, puisque vous savez que la loi cadre du 22 juillet 2023 permet de déroger à l'inaliénabilité du domaine public pour restituer les œuvres spoliées entre 1933 et 1945. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution lente et progressive, mais qui a un impact direct sur la discipline de la recherche de provenance, avec évidemment des nouveaux outils, grâce à ces principes de Washington, même si évidemment ça prend du temps, une ouverture des archives, des sources, des campagnes de numérisation qui ont un impact décisif sur la recherche de provenance. Et dans ce sillage, et je vais passer la parole à Stéphane Pacou, et dans ce sillage, le ministère de la Culture a débloqué des fonds pour des missions à Paris et en région pour justement analyser et interroger le patrimoine muséal français et justement questionner ces questions de spoliation dans nos collections publiques. Peut-être rappeler rapidement dans quel cadre s'effectue cette recherche, cette mission de provenance, en vous rappelant que l'équipe scientifique du Musée des Beaux-Arts s'est engagée dans cette recherche en lien, et je crois que c'est important de le rappeler, avec un travail quotidien sur les collections. Elle a conduit à effectuer des recherches vraiment très approfondies sur l'historique de ces collections, dans le cadre notamment de la préparation des catalogues raisonnés, qui font l'objet d'une politique d'édition. Je vous rappelle ceux qui ont déjà été publiés, dessins italiens, puis en 2014, les peintures françaises du 15e au 18e siècle, ça c'était en 2019, les sculptures du 17e au 20e siècle en 2023, les arts de l'islam. Et nous continuons cette politique de publication des catalogues raisonnés, elle est très très importante pour nous, pour l'étude des collections, pour faire connaître aussi l'importance de nos collections. Et nous en avons d'autres en préparation, notamment les sculptures du Moyen-Âge et de la Renaissance, les peintures des 20e et 21e siècles et les peintures entre 1789 et 1850 et les arts de l'Asie. Alors ce travail, il faut que vous l'imaginiez, il s'accompagne d'un dépouillement systématique des archives, d'un relevé des inscriptions, des marques sur les objets, qui permettent de partager avec la communauté scientifique et le public les données rassemblées, tant par l'édition d'ouvrages que par la mise aussi en ligne progressive des œuvres sur notre site internet. Donc il s'agit d'un travail au long cours, complexe, qui mobilise vraiment toute l'équipe scientifique du musée, à la fois documentation, bibliothèque et conservation. Et les données sont actuellement continuellement enrichies en fonction de l'évolution de nos connaissances. Voilà, je crois que Stéphane va reprendre le relais.
Merci, et je me propose effectivement de compléter pour parler plus spécifiquement, introduire plus spécifiquement les cas dont nous allons parler. Effectivement, nous, cette question de recherche de provenance, elle est au cœur de nos réflexions autour des collections depuis longtemps. Il est très important aussi vraiment de rappeler que même si aujourd'hui, effectivement, cette notion s'est voilà, bien établie, si elle est mieux définie, qu'il ne faudrait pas croire non plus, effectivement, qu'on ne s'est pas préoccupé de tout cela auparavant, et nous sommes vraiment redevables aussi au travail qu'ont fait tous nos prédécesseurs sur ces questions. Ce qui est beaucoup plus facile aujourd'hui, c'est qu'effectivement les archives s'ouvrent et beaucoup sont numérisées progressivement, donc ça change aussi considérablement le travail par rapport aux enquêtes que l'on peut mener, en notre position en tout cas de chargé de collection. Nous avions évidemment été sensibilisés aussi à cette question par la présence au Musée des Beaux-Arts de 4 œuvres qui sont sous statut MNR, donc Musées Nationaux de Récupération, qui sont ces œuvres qui ont été récupérées en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas trouvé de preneurs. On n'a pas pu les restituer au retour de ces œuvres, et elles ont été ensuite progressivement réparties dans les musées français à travers le territoire. Elles sont toujours gérées évidemment par les collections nationales dans l'attente de restitution à leurs légitimes propriétaires, c'est la formule consacrée, ou en tout cas dans l'attente que les recherches aboutissent sur ces œuvres. Donc pendant très longtemps, on s'est focalisé en fait uniquement sur ces œuvres-là. Donc 4 font partie de nos collections, mais le champ s'est étendu, c'est aussi très important de le rappeler, à l'ensemble des acquisitions effectuées par les musées après 1945, en tout cas pendant la période de la guerre, bien entendu, mais aussi et surtout après 1945, parce qu'il s'agissait aussi de sécuriser effectivement le parcours de ces œuvres. Vous avez peut-être vu certains exemples récents dans la presse d'œuvres qui ont été acquises sur le marché de façon tout à fait classique par les musées. Il s'est révélé en fait qu'à un moment donné de leur histoire, elles avaient pu être l'objet d'une spoliation et elles ont pu faire l'objet de restitution. Voilà, donc nous sommes vraiment aujourd'hui très attentifs à sécuriser nos acquisitions, bien entendu par rapport à leur historique, mais aussi à contrôler effectivement le passé des œuvres qui sont entrées dans les fonds du musée. Donc cela implique notamment de suivre l'actualité, de suivre également les nouvelles sources qui sont mises à jour, et c'est le point de départ en fait de cette réflexion qui nous a conduit à accueillir cette mission de recherche de provenance, par en particulier l'importance d'un programme de recherche qui est conduit par l'Institut national d'histoire de l'art à Paris, qui s'appelle RAMA, Répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation, qui a vraiment fédéré beaucoup de chercheurs, la base de données qui a été en fait construite grâce aux résultats de ce programme a fait apparaître en fait un nom qui était pour nous un nom tout à fait important pour nos collections. Ce nom, c'est celui de Miron Eknayan, dont nous allons vous reparler plus longuement. Miron Eknayan était le second mari de Jacqueline de Lubac. Jacqueline de Lubac, grande donatrice du Musée des Beaux-Arts, puisqu'en 1998, nous avons reçu un legs très important pour nos collections. Ce nom, en fait, établissait le fait que Miron Eknayan avait effectué des achats pendant la période de la guerre auprès d'un marchand bien connu pour avoir participé donc à avoir été un des grands acteurs du marché de l'art sous l'occupation et avoir participé à ces spoliations. Ce marchand, c'est Raphaël Gérard. Quelque temps après, les registres de ce marchand ont été rendus accessibles. Ils appartiennent au Wildenstein Platner Institute, qui a numérisé ces registres et qui les a rendus ainsi accessibles à la communauté des chercheurs. Et ces registres, nous allons vous en reparler, ces registres ont fait apparaître très clairement, effectivement, des achats de Miron Eknayan, d'œuvres aujourd'hui dans la collection du Musée des Beaux-Arts, chez ce marchand. Et il s'agissait donc de retracer leur parcours pour étudier l'éventualité de spoliation. Donc nous nous sommes rapprochés immédiatement de la M2RS dont nous vous avons parlé et de ses experts, donc la mission de recherche et de restitution des biens spoliés. Et c'est pourquoi nous avons pu donc bénéficier de cette mission conduite par Deborah Feskindler et Nathalie Neumann pour approfondir le cas particulier de ces œuvres. Alors il ne s'agissait pas que de ces œuvres, mais également d'étudier, vous en reparlerez peut-être, l'ensemble des acquisitions du musée pendant la période 1933-1945. Voilà, mais je vais vous laisser tout de suite la parole pour nous parler des résultats. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Nathalie pour la première étude de cas, effectivement 2 mots sur
sur cette mission. Donc, nous sommes intervenus sur 5 musées de la région Rhône-Alpes. Donc, il y avait le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée des Tissus de Lyon, le monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse, le musée de Valence et le musée de Grenoble. Et donc, au cahier des charges, en plus d'impulser une dynamique régionale et de doter les musées de nouveaux outils méthodologiques, il fallait étudier évidemment les entrées 1933-1945 et, dans la mesure du possible, nous pencher sur des corpus que nous avions définis d'acquisition post-45, puisque, comme le disait Madame Ramon, mais aussi Monsieur Pacou et Nathalie dans son exposé, les acquisitions dans les années 70, 80, 90 sont tout aussi problématiques que certaines entrées avant 45. Donc on est sur un grand travail de fond et effectivement la situation dans ce panorama et dans cette diversité de situations et de lieux, la situation du musée des Beaux-Arts de Lyon était un peu plus particulière puisque c'est eux qui ont initié les premières recherches et c'est eux qui avaient alerté sur la sensibilité de ce corpus. Et effectivement, surtout à Lyon, Jacqueline de Lubac, que vous connaissez tous ici, amie du musée, cette femme très élégante, cette mondaine qui a collectionné les œuvres d'art, a été l'objet de nouveaux projecteurs, mais cette fois-ci du côté de la recherche de provenance, puisque Jacqueline de Lubac était l'épouse de Miran Eknayan, dont on va parler maintenant. Et si vous voulez, ce que nous on appelle aujourd'hui le corpus Eknayan suscite plusieurs questions. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les œuvres du corpus Eknayan sont spoliées, absolument pas. Ça veut dire que puisqu'ils ont une tendance, ce couple a une tendance à supprimer ces données personnelles et à vouloir mettre dans l'ombre certaines choses, et que, évidemment, avec l'ouverture des archives, on a des biographies, comme c'est très souvent le cas, qui s'augmentent, qui s'enrichissent de nouveaux faits historiques. Et là, c'était le cas pour Jacqueline de Lubac. C'est un contexte qui est particulier puisque Miran Eknayan, comme je vous le disais, a laissé très peu de traces dans les archives, dans les sources, peut-être de manière volontaire, parce que souvent ces grandes personnalités se constituent aussi une sorte de biographie, d'agiographie, pour laisser avoir la maîtrise de leur histoire. Mais aujourd'hui, on peut le voir avec d'autres yeux, un autre regard, et surtout au regard des nouveaux... Donc, M. Pacou parlait du répertoire Rama. C'est vrai qu'on a une meilleure connaissance des acteurs du marché aujourd'hui qui fait que, eh bien, dans ces relations, les transactions qui sont issues de certains marchands, mais aussi de certains collectionneurs, nécessitent des vérifications approfondies supplémentaires. Je te passe la parole pour nos études de... Voilà, vous avez déjà vu les 4 photos. Donc c'est une grande chance de pouvoir travailler directement dans le musée avec l'ensemble des archives et surtout les experts disponibles. Donc il nous faut pour un tel travail l'ensemble de l'équipe, parce que à toutes les échelles, il peut y avoir des informations qui peuvent nous aider. Donc on avait la possibilité de voir les œuvres choisies, qu'on avait sélectionné pour certaines raisons. On pouvait les voir du devant et surtout du dos afin de retracer les soi-disant marques de provenance qui peuvent donner des informations soit sur une vente, un propriétaire, mais attention, les châssis parfois sont rentoilés ou bien les cadres échangés avec un autre cadre. Donc c'est une étude approfondie aussi des dossiers, des œuvres, les dossiers d'œuvres, mais aussi les dossiers de restauration, par exemple, afin de connaître l'état d'une peinture avant ou après la restauration. Déborah a mentionné donc cette personnalité lumineuse, Jacqueline de Lubac. Oui, c'est
voilà, c'était un défi intéressant de travailler sur une donation, parce que souvent les donations, ils le passent à la trappe, c'est un cadeau, on ne se soucie pas. Tandis qu'un achat, c'est vraiment la responsabilité engagée du musée qui, depuis les principes de Washington, est quand même aussi tenu à vérifier la provenance avant d'acheter, parce que vous voyez bien, l'argent public dépensé pour une peinture qu'il faut restituer après, c'est quand même un peu compliqué. Tandis une donation, c'est des objets avec un peu un autre statut. Donc Jacqueline Devlubach, elle était la compagne, c'était son 3e mariage, un deuxième. Ah oui, elle n'avait pas marié, elle n'avait pas épousé le monsieur intermédiaire, oui. Donc compagne de Sacha Guitry, et puis donc proche aussi du marché d'art. Elle prétend qu'elle a acheté seulement à partir de 1944, tandis que Eknayan, qui était donc son compagnon après la guerre, jusqu'à leur mariage tard, mariage plus vieux, mariage plus heureux, voilà, juste avant la mort d'Eknayan. Elle l'avait quand même aussi accompagné. Pour Eknayan, même s'il a laissé peu de traces, donc c'était la première œuvre étudiée, ou bien plutôt présentée aujourd'hui ici, pour deux des trois bronzes qui figuraient dans la collection Eknayan. J'ai pu d'une part profiter d'un rapport engagé par le Musée des Beaux-Arts auprès du comité de Rodin. Donc c'est les experts autour du musée Rodin, la production, qui ont aussi un accès privilégié à certaines archives. J'ai également pu profiter de l'échange d'une étudiante, qu'elle est peut-être là, Florence Cazeneuve, que je souhaite mentionner. Donc la recherche de provenance, c'est un travail d'équipe. Plus d'experts ils sont impliqués, plus vite on peut aussi avancer afin de rassembler un maximum d'informations autour d'une œuvre. On regarde bien sûr l'œuvre de l'origine. Le revers pour une peinture, c'est un peu plus simple que le revers d'un bronze. Donc vous voyez, là, il nous fallait vraiment du monde pour nous aider. Donc ce qu'on avait dit, pour relever les marques sur les objets, c'était toute l'équipe du musée qui était engagée afin de découvrir un petit tampon, une petite étiquette qu'on a essayé d'identifier afin de voir s'il s'agissait de la collection du transporteur, Guérin ici, ou bien, puisqu'il y a une deuxième étiquette superposée sur la première, s'il s'agissait d'une étiquette d'exposition. Donc là, on revient sur d'autres sources, notamment donc les catalogues de vente, ou ce qui a été mentionné en premier, les catalogues raisonnés ou les experts, afin de voir quelle position, quel statut on peut accorder à cette œuvre, avec sa marque de fonte et la comparaison donc des journaux, des registres tenus de la fonderie. On a pu donc dire, voilà, c'est une œuvre qui a été faite avant 1933. On a pu retracer deux autres propriétaires avant Eknayan, et donc elle est sortie du doute d'une acquisition asymétrique. Voilà. Si vous avez des questions, tout à l'heure on aura encore un peu de temps. Là, on va passer aux poissons. Merci Nathalie. Alors moi je vais vous présenter rapidement, évidemment on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous présenter très rapidement deux cas qui illustrent aussi la complexité de la recherche de provenance et le fait que, dans certains cas, malgré une étude approfondie, nous n'avons pas de résultats figés, mais que nous sommes dans l'attente, peut-être, de trouver de nouvelles sources pour préciser les choses et avoir une hypothèse enfin complètement validée à 100%, ce qui n'est pas le cas avec ce très beau poisson de Bonnard qui date de 1921 et qui m'a occupé un certain temps. Donc, je vais peut-être juste prendre le... c'est parfait, merci beaucoup. Donc, évidemment, le processus en recherche de provenance, on part toujours de l'objet, de la matérialité de l'objet, comme nous l'avons dit précédemment. Donc, là, vous voyez, nous faisons une analyse des marques.
Voilà, on essaye de repérer le moindre petit indice qui pourrait nous y aider. Alors, évidemment, parallèlement à ce relevé des marques, on va faire une recherche dans la bibliographie de l'auteur, dans les catalogues d'exposition, dans les catalogues raisonnés, pour croiser les sources, parce que c'est bien ça aussi la recherche de provenance, c'est un travail très minutieux de croisement de sources, dresser des hypothèses, et le revers des marques, le revers des tableaux, le relevé des marques, nous aide en ce qu'il nous donne des indices complémentaires, ou parfois complètement inédits, qui n'apparaissent nulle part dans les sources secondaires. Donc après, effectivement, nous avons parlé de la galerie Gérard qui était très problématique. Donc cette œuvre se retrouve dans les registres de la galerie Gérard. Donc ici, bon alors évidemment c'est en tout petit, vous voyez que ce tableau fait partie d'un achat en bloc d'un certain Kleinman. Alors ce personnage m'a beaucoup occupé de nombreux mois déjà pour essayer de l'identifier. Alors eh bien je suis partie à la base dans les bottins, dans les annuaires de l'époque, mais aussi dans les sources au MoMA, au Metz, donc c'est-à-dire les grandes institutions qui ont la chance d'avoir reçu des dépôts d'archives d'anciens galeristes. Et j'ai essayé de recouper les informations avec des publications précédentes dans les archives nationales, évidemment. Donc là, vous voyez, on cherche dans les registres, la commission aussi. Là, on est dans la commission nationale interprofessionnelle d'épuration pour essayer de croiser les données et d'identifier des noms, ce qu'on appelle, nous, des noms signal, c'est-à-dire des noms qui vont avoir des liens avec des acteurs problématiques douteux du marché de l'art. Et donc, vous voyez, par exemple, au bout de 6 mois de recherche, les recherches ne sont pas figées. On a pu dresser des hypothèses grâce à des relevés de marques, des hypothèses qu'il faudra encore confirmer. Donc, les recherches ne sont pas terminées dans l'attente de nouvelles sources, même si on pense avoir trouvé déjà le propriétaire qui ne serait pas problématique. Mais les choses sont encore à préciser. Donc là, on a une œuvre qui d'ailleurs n'est pas en salle, je crois. Elle est en réserve, celle-ci. Elle est actuellement en réserve. Voilà. Et ensuite, donc le second cas, c'est cette très belle peinture de Manet, qui est aussi passée par la galerie Gérard. Donc la jeune fille en fleurs, dans les fleurs, que vous pouvez aussi voir en salle. Oui, si, elle est en salle. Tu peux passer sur les sources. En fait, là, je vous ai mis un ensemble d'éléments qui est peut-être pas facilement lisible, mais la grande problématique, donc si vous voulez, nous, en recherche de provenance, on va partir de l'historique. L'historique d'une œuvre d'art, donc c'est-à-dire ce dont on a parlé avant en recherche de provenance, c'est-à-dire tous les changements de propriété. Et il y avait un trou, une grosse lacune dans cet historique qu'il a fallu compléter. Et nous y sommes arrivés, même si effectivement il y a des acteurs tout de même à préciser. Et donc là, c'était un cas qui était très intéressant, puisque cette œuvre est issue de la collection Bernheim, donc Georges Bernheim, qui donc je passe le début de la généalogie d'œuvre. On va prendre dès 1935. Donc tu peux juste passer sur la slide d'avant. Voilà, donc en 1935, on sait que cette œuvre est encore identifiée dans les collections de Georges Bernheim, et on la retrouve on sait que Georges Bernheim, en 1935, souhaite vendre une partie de sa collection. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement un projet, un investissement financier à réaliser, et qu'il a besoin de liquidités. Or, il n'est pas du tout satisfait. Donc, on a retrouvé un catalogue de vente, et il n'est pas satisfait de la vente aux enchères. Donc, on suppose qu'il n'y a pas de seconde vente aux enchères, contrairement à ce qu'on pensait initialement. Et l'œuvre passe. On avait
juste une marque dans le catalogue de vente AS. AS, évidemment, ça nous fait penser à André Scholler, qui est aussi un acteur répertorié dit sensible du marché de l'art. Or, aux archives de l'INHA, dans le fonds Bélier, on a pu retrouver qu'un acteur que nous connaissons bien du marché de l'art avait acquis manifestement cette œuvre-là. Donc c'est le docteur Martin, que nous on appelle Kurt Martin, puisque c'est l'ancien directeur de la Kunsthalle de Karlsruhe et qui, après, en Alsace, est le directeur des musées d'Alsace et de Bade sous l'occupation allemande. Donc on s'est posé la question à savoir, est-ce que déjà c'est le bon acteur? Est-ce que ce D. Martin est bien le docteur Martin comme on l'appelle? Parce que rien n'est sûr. Et puis après, il y a ce passage par la galerie Petrides qui est un second acteur sensible du marché de l'art, encore un, qui pose question. Donc vous voyez, là encore une fois, je pense qu'on a quasiment un historique complet qui nous permet d'être rassurés sur cette œuvre et sur le fait qu'elle restera bien au musée à Lyon, mais un doute subsiste tant qu'on n'a pas, tant qu'on ne s'est pas assuré à 100% que ce D. Martin était bien Kurt Martin, même s'il y a peu de doutes. Voilà, donc on est toujours dans ces questions. Alors là, on vous a mis un ensemble de sources pour que vous puissiez apprécier l'ensemble des données. Alors c'est partiel, mais là, voilà les archives du ministère des Affaires étrangères, encore une fois les livres de stock de la Galerie Gérard, avec cette interrogation, ce croisement de données. Je pense que ça, c'est aussi important de le dire. La recherche de provenance, c'est aussi la critique des sources, parce que nous sommes sur des contextes qui sont compliqués à appréhender. Les choses évoluent dans le temps, rien n'est blanc, rien n'est noir. Il faut savoir nuancer les informations et ça demande un recul historique et encore une fois aussi d'engager sa position de chercheur, sa responsabilité de chercheur en dressant des hypothèses et en confrontant les sources, ce qu'on appelle un faisceau d'indices en recherche de provenance, pour à un moment statuer sur la qualification de l'œuvre. Oui, parce qu'il y a deux hypothèses. Si c'est bien Kurt Martin, l'œuvre, il n'y a aucun doute. On a très peu de doutes sur la possibilité d'une spoliation. En revanche, si ce n'est pas si c'est un docteur Martin et pas Kurt Martin, il faut identifier absolument qui est ce Kurt Martin, ce docteur Martin, parce que sinon on aurait une incertitude sur la qualification de la vente de ce passage entre le docteur Martin et la galerie Petrides. On pourra en reparler dans les questions parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est peut-être compliqué aussi à appréhender tout ça en bloc en quelques minutes. Je te repasse la parole. Oui, parce que toutes ces informations sont importantes au cas que vous pensez vous lancer dans une collection privée. Ou bien si vous avez des archives en 2e, 3e génération sur votre grenier. Donc voilà, avant de jeter, vous allez voir les experts, soit dans le musée, soit dans les archives municipales ou départementales, qui sont déjà très riches, mais là, vous avez des experts. Voilà, on passe à la... Ah oui, pour ces drapeaux, on n'est pas... Voilà, c'est pas politique, mais le drapeau vert, mais ce sont 3 catégories dont on se sert dans le discours international. Donc on n'est pas les seuls en France ni en Allemagne, mais il y a aussi les États-Unis, il y a les Canadiens, les Suisses, donc des pays neutres, si je puis dire. Donc on s'est mis d'accord pour ce fléchage afin d'attirer l'attention. Donc rouge veut dire assurément spolié. Ça, c'est des dossiers qu'on ne présente pas aujourd'hui. Pour la sensibilité et du côté du musée, mais aussi éventuellement des ayants droit. Les dossiers dans la catégorie jaune, il y a trop de doutes pour dire, écoutez, là, en fait, on dit il y a des lacunes dans la provenance, dans la projectoire, dans l'historique de l'objet. Et la catégorie vert, celle
c'est celle où on est le plus détendu, c'est-à-dire, voilà, là, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des musées qui signalent ces catégories sur leur légende dans le parcours d'un musée. Mais tout ça, c'est évolutif. On passe à la dernière présentation d'un cas, d'une analyse. Alors, c'est une très très belle peinture. C'est un nu qu'on vous présente ici à l'intérieur de sa présentation d'origine, c'est-à-dire dans les salons de l'appartement d'Elubac et Knayan. Vous le voyez au centre, entouré de ses amis qui ont plus ou moins intégré la collection du Musée des Beaux-Arts de Lyon grâce à la donation. Dès le début de la donation, vous savez, les œuvres de Modigliani, un artiste d'origine juif-italien installé à Paris, décédé jeune, c'était souvent il y a un questionnement par rapport à l'authenticité de l'œuvre. Et pour Modigliani, il y avait beaucoup de copies, voilà, il y en a toujours d'ailleurs, parce qu'à un moment, surtout après la guerre, son travail était très très apprécié. Donc il y a beaucoup de copies ou des versions, des faux qui circulent. Donc avec notre travail, même si un musée en priori a déjà fait ce travail d'authentification, c'est-à-dire parce que nous on ne peut pas être spécialiste pour tous les artistes et les objets d'art, c'est encore pire. Donc on se base sur le jugement, l'expertise des experts. Et pour le Modigliani, il y avait dès la donation un petit doute que le musée a essayé, avec le comité de Modigliani, des analyses techniques, de faire analyser. Je crois que c'était tout juste au début de notre mission qu'il y avait un résultat que je vous dévoile après, pour vous montrer comment on peut quand même aussi arriver à certaines conclusions. Cette peinture donc, a suscité l'intérêt également de la presse. Et pour cette peinture, on a également fait une étude de son dos, de son revers. Et si tu peux passer, voilà, à la prochaine. Et on a trouvé un tampon, un tampon pratiquement illisible. Il suffisait 2-3 lettres pour lire, en fait, Paris American Art, 2 magasins. C'était un tampon d'une galerie d'art située au boulevard de Montparnasse. Il y avait une deuxième agence. Donc dans cette galerie américaine qui existait dès le début du XXe siècle et qui vendait pour la plupart du temps des cadres et des outils pour la peinture, c'était aussi une galerie qui vendait des objets d'art. Donc ça, c'était une des traces pour retrouver les archives de cette galerie. L'autre option, c'était de passer directement depuis la personne représentée. Donc, parce qu'il s'agit d'un portrait, même si la dame n'est pas très habillée, un nu. Donc la question se pose, est-ce que c'était une commande par un proche ou bien quelqu'un qui voulait un dessin, une peinture de cette dame. Elle avait un titre, donc elle s'appelait Didi. Elle a été, en tant que peinture aussi, identifiée en tant que la femme de Henry Hayden, un artiste cubiste immigré en 1907 de la Pologne, très probablement juif, qui a dû, pendant la Deuxième Guerre mondiale, fuir dans le sud, où il a survécu. Mais pour cette première femme, Dédie, ou Odette, il n'y a plus aucune trace. Il reste donc la peinture. En analysant les monographies, les catalogues, mais pas seulement des peintures de Modigliani, mais aussi des dessins, j'ai pu trouver un dessin qui date donc de 1917, voire 18, qui est un travail préliminaire pour la peinture. Vous la voyez sur la droite, et je vous montre au milieu aussi une autre peinture qui est un autre portrait de la même dame, Odette Hayden, qui se trouve aujourd'hui au Centre Pompidou. Donc, par ce travail sur
les recherches sur ce travail pictural, l'associer avec la genèse de l'œuvre et retraçant donc le travail de l'artiste, on peut développer d'autres pistes afin de se poser des questions. Qui aurait pu être le propriétaire? Parce que dans les catalogues de vente, vous avez très souvent le même titre. S'il n'y a pas de nom avec le portrait, c'est très compliqué d'identifier le nu, malgré le fait qu'il y a un centre, un comité sur Modigliani. Il reste donc beaucoup de questions autour de cette peinture. Elle peut être un symbole, une représentation d'une personne dont on n'a plus aucune information, et c'est le cas pour beaucoup d'autres œuvres. Donc il y a une double représentation ici. C'est peut-être et la personne représentée, mais aussi l'objet. Et notre travail, c'est pas seulement un travail technique d'analyse scientifique sur un parcours, c'est aussi retracer et rétablir, reconstruire le contexte d'un dessin, d'un destin d'un propriétaire qui dans l'existence a peut-être disparu avec les horreurs du régime nazi à travers l'Europe. Voilà, on appelle ça un travail de mémoire. Donc pour nous, c'est un vrai engagement que si on peut trouver l'historique d'une personne qui va avec l'objet, c'est pour les ayants droit, mais aussi pour un musée, une institution publique. Ce sont des histoires importantes à partager avec les publics. Voilà. Stéphane, vous vouliez compléter ou dire deux mots après? D'accord. Voilà, c'était important aussi pour moi de dire que ces recherches, bien sûr, vous l'avez vu, transforment notre regard sur cette collection emblématique du musée. C'est vrai que nous sommes toujours d'ailleurs très heureux d'avoir accueilli ce legs de Jacqueline de Lubac, mais on espère vraiment que la découverte de nouvelles sources, qui n'étaient pas d'ailleurs accessibles au moment où nous avons programmé une exposition à Jacqueline de Lubac, qui n'était pas accessible. Donc c'est essentiel de partager avec vous en toute transparence nos recherches, en rendant ces données aussi accessibles sur les collections en ligne du musée, tout en continuant à approfondir ces recherches, tout en poursuivant les investigations. Ce travail doit maintenant être approfondi, prolongé sur les cas qui ont pu être mis en lumière. On vous en a exposé quelques-uns, dans la mesure, et c'est vrai que c'est très important pour nous d'espérer que certaines archives complémentaires pourront être retrouvées. Et je terminerai en ce qui me concerne en disant qu'il s'agit vraiment de la part du musée d'un engagement éthique désormais essentiel. Et dans le cas où des œuvres s'avéreraient bien sûr issues de spoliation, ce qui, à ce stade, n'est pas attesté. Je crois que c'est très important de le rappeler. Il conviendrait, bien sûr, pour le musée de procéder à des restitutions selon le cadre juridique désormais consacré par la loi de 2023. Alors, je vous ai dit que le musée était très engagé dans cette recherche. Le service culturel que dirige Bastien Collat également, puisque nous proposons à votre intention des visites. Il y en a une qui est encore programmée le 27 novembre. Il y en a d'autres qui seront programmées en mars. Et on vous propose en fait un parcours dans les collections vous permettant justement de vous sensibiliser à ces questions de recherche de provenance. Je crois que c'est aussi très, très, très important de revenir, de faire ce retour vers les collections. Merci à tous pour votre attention. Merci à Déborah Feskinder et Nathalie Neumann pour cette présentation. Peut-être que nous allons vous laisser la parole maintenant. Si vous avez des questions, j'imagine qu'il y aura des questions suite à cette présentation afin que nous puissions profiter de votre présence pour éclaircir certains points, pour apporter des approfondissements. Merci à vous. Bonjour, merci beaucoup pour cette heure de présentation, c'était très riche. Je reviens juste sur un chiffre, une donnée vraiment purement factuelle. Vous avez parlé de 60 000 œuvres qui, à partir de 1945, reviennent en France. Pourquoi 60 000 ? Qu'est-ce qui a décidé que ce serait ce pack-là qui reviendrait sur les musées de France ? Alors, à vrai dire, c'est une estimation. Si c'était 59 900... mais on estime parce qu'il y a des œuvres d'art qui ont disparu sur
ces deux translocalisations. Et ce n'est pas un chiffre figé. Donc, dans les collecting points étaient rassemblées les œuvres d'art qui avaient été achetées, entre parenthèses, entre guillemets, puisque c'était l'argent de l'occupation. C'est donc la France qui payait dans des comptes par lesquels les nazis payaient ces œuvres achetées lors des ventes aux enchères. Il y avait les œuvres qui étaient directement spoliées à des familles juives à travers toute la France, mais notamment surtout à Paris. Et donc, une fois que ces œuvres étaient soit dans des institutions publiques en Allemagne nazie, après la guerre, donc, il y avait obligation de les rendre, et ces œuvres étaient rassemblées dans des collecting points. Il y a une gestion tout à fait différente par rapport à des objets du quotidien. Je en parle là uniquement des œuvres d'art. Et il y avait aussi obligation à des privés de rendre des œuvres d'art. Il y a des privés, donc c'est... Voilà, qui n'ont pas suivi cette règle, cette obligation. Il y a des privés qui ont donné 3 tapis sur 5 gobelins pour tester. Voilà, donc il y a beaucoup d'œuvres qui sont enregistrées, inventoriées, photographiées dans les collecting points, créant aujourd'hui des bases de données de référence. Et ensuite, les œuvres repartaient dans le pays dont on était à 85% sûr que c'était à ces personnes-là spoliées. Et ensuite, il fallait trouver donc en France, donc c'est les États, les gouvernements de chaque pays qui sont chargés, il fallait trouver les propriétaires privés. Mais comme il y avait un grand flux de réfugiés qui, pour beaucoup, avaient aussi 1 ou 2, voire 10 œuvres d'art, et qui ont traversé, par exemple, la France pour se réfugier en payant avec leurs œuvres d'art, pour se réfugier en Amérique du Sud, ben, ces œuvres restaient en France. Donc on a plusieurs exemples. C'est juste pour vous expliquer pourquoi on dit c'est à peu près 60 000 qui ont été enregistrés par le ministère de la Finance en France. 45, c'est énorme pour un pays en très peu de temps à retrouver leurs propriétaires avant l'occupation allemande, donc avant 1940. 45 000, j'ai dit quoi ? Oui, 45 000. Et donc, sur les 15 000, soi-disant, qui restaient, c'est donc les musées nationaux, des commissions d'experts qui ont fait un choix. Et de ce choix, ce choix est devenu les MNR, mais les autres, ils ont été vendus, sont repartis sur le marché. Ils peuvent se retrouver aujourd'hui dans un musée et ils peuvent appartenir à une personne juive qui n'est plus en France, par exemple. Juste pour compléter, effectivement, la problématique de ces 13 000 œuvres à la louche vendues par les domaines, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas eu de catalogue. Donc, on ne sait pas. Donc, vous voyez, c'est une toute petite partie, mais c'est quand même une partie significative d'œuvres qui sont réinjectées sur le marché sans qu'il y ait de traces de ce passage par l'Allemagne. Je rappelle que ces 60 000 œuvres, attention, c'est 60 000 œuvres qui sont passées en Allemagne. Il y en a beaucoup plus qui sont restées en France et qui ont fait l'objet on n'a pas eu le temps évidemment de développer le contexte historique, mais qui ont fait l'objet de transactions illégales et de spoliation sans passer par l'Allemagne. Puisque notamment les œuvres d'art moderne qui restent en France, puisqu'elles étaient déjà rejetées de l'esthétique nazie. Donc elles étaient échangées sur le marché français contre des œuvres anciennes, notamment des Hollandais, des Flamands, c'est un peu ma spécialité, qui, eux, partaient en Allemagne. D'où aussi des typologies de corpus particuliers qui reviennent en France en 1945. Pour donner un exemple des œuvres qui ne sont pas revenues, peut-être vous l'avez suivi par la presse, en 2012-14,
la trouvaille d'un fonds de presque 2000 œuvres, tout confondu, chez le fils d'un marchand d'art nazi, Hildebrand Gurlitt, qui a donc poussé à une création d'un groupe d'experts pour la recherche de provenance, beaucoup d'argent, et 5 restitutions, 9 sur la durée, dont 3 de la collection Armand d'Orville, qui sont revenus en Allemagne, de l'Allemagne, restitués par le gouvernement allemand aux ayants droit privés des descendants de cette famille. D'autres questions ? Je me demandais comment, si vous savez, parce que je trouve que le travail de Monuments Men est incroyable, et surtout c'était très rapide après la fin de la guerre, donc je me dis que c'est tout à fait exceptionnel, et je me demandais qui, comment, ou qui savait, ou pourquoi ça a été aussi efficace si rapidement. Ça a été très efficace parce que les nazis ont créé beaucoup de documentation. Donc, et d'ailleurs c'est sur ça dont on se base encore aujourd'hui, ce sont les archives de l'ERR, les archives de ces différents Sonderkommando qui sont venus en France et qui ont pillé. Ce sont eux qui ont fait des inventaires précis, qui ont aussi déposé des marques au revers qui nous permettent aujourd'hui de tracer ces circulations. Alors, évidemment, ça se fait plutôt de manière fluide jusqu'en 1945. Mais vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, nous, sur le marché de l'art, ce qu'on voit, c'est souvent des revers qui sont lissés, qui sont nettoyés, dont on a perdu la mémoire historique de ces passages. Et là c'est compliqué. Mais effectivement, on a aujourd'hui la chance de disposer d'archives d'autant plus numérisées, qui sont d'ailleurs aux États-Unis, aux archives nationales américaines, qui nous permettent d'avoir des numéros de registre et de tracer les choses. Alors évidemment, encore une fois, comme je vous l'expliquais dans la recherche de provenance, c'est important de croiser les sources parce que souvent ce sont des données qui sont incomplètes et qu'il faut aussi vérifier, à savoir les attributions qui ont évolué, par exemple entre 1945, où vous avez par exemple beaucoup de Bruegel, beaucoup de Titien, et aujourd'hui où il y en a nettement moins. Mais les titres aussi qui ont évolué, mais pas que, on a aussi des dimensions qui évoluent avec des œuvres qui ont été recoupées ou qui ont été mesurées avec des cadres qui aujourd'hui, effectivement, ne facilitent pas toujours l'identification. Donc c'est pour ça que c'est un travail de source, de croiser les sources, mais effectivement, on travaille sur la base des archives nazies. Ces bases ne sont pas complètes. Les nazis, ils ont cherché à faire détruire. Donc c'est grâce aux résistants à Paris en 1944, parce que la guerre se finissait un tout petit peu plus tôt en France que dans le reste en Allemagne. Donc il y a les résistants qui sont allés dans les institutions nazies, où les nazis, dans la fuite, ont dû laisser des objets, des documents. La médiathèque du patrimoine et de la photographie, encore il y a 5, 6, peut-être 10 ans, ils ont trouvé des photos, des meubles, des photos des nazis spoliateurs dans les sous-sols du, je crois, le Grand Palais. Donc juste pour vous dire, donc c'est aujourd'hui le mémorial de la Shoah qui a récupéré un autre fonds très important pour la recherche aujourd'hui. Mais il y a bien sûr aussi les listes que Rose Valland, sous le danger de mort, a établies en copiant les listes des Allemands, dissimulant qu'elle comprenait les conversations, en cherchant dans les poubelles toute information qu'il peut y avoir, afin d'avoir un peu plus de visibilité à la fin de la guerre. Les Américains, ils surveillaient aussi le marché par la presse. Donc notamment pour la vente d'Orville 1942 à Nice, les Américains, même à ce moment-là, avaient déjà signalé que c'était une vente spoliatrice. Je m'excuse de revenir sur cet exemple parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette collection, et on attend le 26 novembre le jugement de la Cour de cassation. Donc c'est un cas particulier à trouver un jugement si c'était une vente spoliatrice ou non.
Mais oui, effectivement, Rose Valland a fait l'objet notamment de nombreuses publications ces dernières années, et ces carnets sont disponibles, et on voit effectivement, au péril de sa vie, toute la richesse de la documentation aujourd'hui qu'elle nous a laissée. Et puis, aussi, on en a parlé un peu dans les exemples, vous avez les sources, les archives privées. Et on est toujours en quête de nouvelles sources, de nouvelles archives qui nous permettent d'identifier. Alors évidemment, oui, oui, le marché de l'art aussi. Le marché de l'art change un petit peu. Hein. C'est dur, c'est long. Les maisons de vente aussi mettent du temps à ouvrir leurs archives et à partager les informations. Mais effectivement, je pense que voilà, ce courant positif porté par les musées obligera aussi le marché à suivre. Juste pour rebondir, effectivement, par rapport à ce que vous indiquez, dans tous les cas qui ont pu être étudiés au Musée des Beaux-Arts, aucune œuvre n'est a priori passée par l'Allemagne. Donc nous sommes vraiment en fait face à des œuvres qui sont passées sur le marché en France, et donc nous sommes tributaires de ces archives, effectivement des marchands, qui sont disponibles de manière très partielle à l'heure actuelle, et c'est ce qui explique les blancs que l'on peut avoir aussi dans ces historiques, et la plus grande complexité, parce qu'on s'est effectivement beaucoup intéressé jusque-là à toutes ces œuvres passées par l'Allemagne, mais il y a tout cet autre volet qui est un champ encore plus complexe, effectivement. C'était juste pour rebondir. Tout à fait. Voilà. Alors bonjour, merci et bravo pour cette restitution de cette belle mission. J'avais une question moi, qui portait sur la méthodologie, sur toute la mission. Donc, comme vous aviez plusieurs institutions et un corpus de plus de 3300 heures, est-ce que vous avez mis en place une méthodologie particulière, partage de travail ou ce genre de choses ? Oui, tout à fait. Alors, donc déjà, on n'était pas que toutes les deux. J'avais une équipe de 4 chercheurs avec moi. Donc sur les 4, effectivement, 3 étaient pleinement mobilisés et une personne est venue en renfort sur le traitement des sources. Et ensuite, on est intervenu en binôme par site. C'est vrai que c'était une mission qui était très exigeante. Maintenant, c'était aussi une mission singulière puisque c'est la première mission de ce type en région financée, donc portée, diligentée par la DRAC et financée par le ministère de la Culture. Donc on a eu la chance d'élaborer une méthodologie partagée, de trouver des nouvelles manières de travail, d'élaborer un langage commun qui a été très exigeant et qu'on a pu partager avec les autres missions, les autres chercheurs qui aujourd'hui se servent de ces bases, et j'en suis vraiment heureuse parce que je pense qu'on a eu l'opportunité de mettre en place quelque chose de nouveau, et ça s'est bien passé. Maintenant, effectivement, on n'a pas pu tout traiter sur tous les musées, c'est-à-dire qu'on a dû faire des choix par typologie, puisque vous voyez, on a, alors pour les entrées 33-45, sur tous les sites, sur 4 sites sur 5, on a pu balayer l'ensemble des acquisitions entre 33-45, parce que c'était borné, c'était précis. En revanche, vous vous doutez que sur les acquisitions post-45, on a pris des carottes. On a essayé de travailler sur des corpus qui étaient possibles de travailler, parce que c'était important aussi qu'on puisse délivrer une méthodologie au musée et qu'on puisse venir avec des résultats. Et vous voyez, si on travaillait... Alors, on a travaillé sur des corpus d'art décoratif, mais on n'a pas pu le faire pour tous les sites. Et effectivement, on a privilégié sur certains sites la peinture, par exemple, ou un legs, une donation qui nous permettait d'avoir des résultats. L'idée, c'était vraiment d'initier une méthodologie et d'impulser une nouvelle dynamique pour que derrière le musée puisse aussi prendre en main ces problématiques et prendre la relève des chercheurs, parce que c'est pas si évident de travailler avec des bases de données qui en plus évoluent selon certains informaticiens. Si je peux en rajouter, on n'a pas inventé la méthode. En Allemagne, suite à Gurlitt, on a développé avec la grande association de chercheurs qui était sur le terrain un modèle. Il y a un manuel, il est en anglais, donc travaillez vos langues si ce sujet vous intéresse.
Et dans le manuel, vous allez trouver aussi une fiche qui est évolutif en fonction des bases de données disponibles. Donc, afin d'avoir une sorte d'harmonisation par rapport au travail de recherche de provenance. Parce qu'il faut se dire, oui, il y a un musée, il y a des chercheurs qui travaillent sur une œuvre, un groupe, mais c'est pas exclu que, par exemple, aux États-Unis, il y a une autre œuvre qui fait partie du lot, ou bien de la collection privée qui avait été spoliée 85 ans avant. C'est pour ça c'est important d'avoir une certaine structure que nous, on a transposée et adaptée au musée. Parce qu'il faut aussi savoir que les musées en France sont particulièrement avancés pour leur base de données, les inventaires. Il y a un travail professionnel qui date de plusieurs siècles, je dirais, mais pour le XXe siècle, c'est c'est très bien. Je ne vous dis pas comment ça se passe dans certains musées en Allemagne. Ça dépend toujours de l'administration, de leur historique, etc. Donc, on a adapté à chaque musée une approche, mais la base, elle est comparable. On peut dire ça ? Oui, on peut dire ça. Je compléterais juste par dire qu'en fait, on avait 6 mois. C'était une mission qui était sur 6 mois. Donc, effectivement, on avait à traiter en tout un corpus de 3500 œuvres. Mais les recherches, comme on l'entend, les recherches approfondies de provenance n'ont pas évidemment pu être menées sur 3500 œuvres. On a à chaque fois prélevé dans un second temps des corpus pour pouvoir le faire. Et effectivement, le caractère était inédit puisqu'il y avait tous ces musées qui se distinguaient par la diversité de situations. Ce qui est très très intéressant pour cette mission, c'est vraiment de travailler sur différents sites afin de voir les acteurs et voir, par exemple, dans l'archive d'un autre musée, peuvent apparaître dans la correspondance des informations qui concernent l'autre musée. Donc là, ce travail en région, transfrontalier si c'était possible, parce que l'autre collègue, elle était en Suisse, donc on est allé voir Lyon, c'est pas très loin de ces passages avec la Méditerranée, il faut pas l'oublier. Donc ça, c'était un travail très très intellectuellement très stimulant. Peut-être qu'on peut juste dire un petit mot quand même des résultats pour l'investigation sur les acquisitions entre 1933 et 1945 du musée, puisqu'on s'est focalisé sur la collection de Lubac. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot rapide. Eh bien, effectivement, il y a le musée a une activité qui est très réduite, entre 33 et 45. Donc, ce que nous on fait quand on vient sur un site comme ça, effectivement, c'est qu'on prend le temps de documenter le contexte historique. On s'intéresse beaucoup aussi aux évacuations, aux circulations des œuvres qui se sont passées sous l'occupation. Et puis, puisque par nos différents champs d'expertise, on a aussi traité d'autres sites où, si vous voulez, le musée devenait une sorte de lieu refuge dans lequel étaient déposées des collections privées de propriétaires, de collectionneurs qui devaient fuir et qui souhaitaient mettre à l'abri leurs biens. On a effectivement toujours en tête, on est toujours alerté sur ces mouvements d'œuvres. Donc on a fait cette étude pour le musée des Beaux-Arts de Lyon, et effectivement il y a des donations d'artistes qui entrent, mais il n'y a pas d'items problématiques entrés entre 33 et 45, et c'est heureux pour vous, pour la place lyonnaise aussi, qui était quand même active. Oui, tout à fait. Ça tient à un contexte effectivement un peu particulier, juste dont on peut dire un mot. Effectivement, c'est une période où le musée est peu doté. Et par ailleurs, effectivement, son conservateur, René Julian, est mis à pied par la municipalité de Vichiste, en fait, de Lyon, en raison d'un conflit lié notamment à ses orientations vers l'art moderne. Ce qui explique aussi, effectivement, cette situation pour le musée. Et nous sommes très heureux, effectivement, en tout cas, que nos acquisitions sur cette période ne soient pas problématiques. Merci pour la présentation et vos recherches, bravo. Pour revenir sur la mission, j'ai juste une petite question, parce que là c'était une mission de 6 mois sur 5 musées. Vous n'avez pas eu le temps, ce qui est logique, de tout traiter et tout faire. Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette mission, ou est-ce qu'il y a des recherches qui se poursuivent sur ce que vous n'avez pas eu le temps de faire, ou ce que vous avez initié et que vous n'avez pas pu terminer ?
Est-ce qu'on parle de Aura 2 ? Alors déjà, d'une part, nous, effectivement, vu qu'on a repéré certains noms, comme Eknayan, on continue à travailler sur cette figure historique, sur les acquisitions d'Eknayan, parce que ça ne concerne pas, évidemment, que le musée de Lyon. Et puis, sur les œuvres, on suit les dossiers. Peut-être qu'il y aura une suite, on ne sait pas encore, sur les dossiers en cours. Tout à fait. Alors, sur les points qui étaient effectivement à continuer, pour continuer les investigations, donc, nous avons repris attache avec la M2RS et nous sommes en discussion, effectivement, sur les points qui restent à poursuivre, en fait. Voilà. Mais effectivement, il y a un certain nombre de cas où, comme vous l'avez précisé, tout va dépendre de trouver ou non des archives complémentaires, en fait, puisqu'on arrive effectivement à des impasses pour le moment, ou en tout cas des blancs, qu'il est difficile de lever, en fait, faute de sources. Voilà. Mais effectivement, le musée, en tout cas, poursuit ses recherches. Comme l'a indiqué Sylvie, vous avez accès à ces données en l'état actuel de la recherche sur les collections en ligne du musée, donc sur la base des collections en ligne, qui comporte actuellement donc un champ, en fait, recherche de provenance, dans lequel nous avons versé toutes les œuvres pour lesquelles il y a des investigations. Donc toutes les œuvres qui sont issues, qui ont été pointées en tout cas comme demandant des compléments d'information ou qui suscitent des interrogations donc, depuis la recherche, mais aussi d'autres cas en fait, sur lesquels on a pu se pencher, donc de manière à rendre ces informations accessibles à tout un chacun, et là aussi à pouvoir recevoir des informations de la part des chercheurs. Vous savez, si on fait des recherches aussi intenses et intéressantes, on reste attaché, soit l'œuvre ou le collectionneur ou le vendeur, le marchand d'art, donc on ne s'en sépare pas facilement. On est donc très heureuse de pouvoir continuer nos recherches un peu sur la région, c'est-à-dire depuis la rentrée, on a été missionné sur une deuxième mission qui concerne l'Auvergne avec 4 autres musées, et donc on va voir s'il y a des informations qui peuvent concerner les 5 musées qu'on a déjà traités. Voilà, c'est très beau pour Lyon. Voilà, nos résultats étaient un peu différents pour Grenoble, mais ce qui est important, c'est aussi de partager ces résultats à un moment afin que aussi des ayants droit puissent prendre connaissance, parce que parfois on peut pas facilement les trouver, même si on essaye d'engager des généalogistes. Donc c'est encore une étude à part un champ d'expertise qui est indispensable dès qu'on a un propriétaire avant 1933. Ça, c'est très important, effectivement, aussi d'insister sur le fait que rien n'est simple, en fait. On peut entendre parfois, effectivement, certains commentateurs ou dans la presse, en fait, donner l'impression que rien n'est fait, alors que tout est si simple, que ces œuvres, ça a été beaucoup dit sur les MNR en particulier, que ces œuvres sont conservées indûment dans les musées, alors qu'il suffirait en 3 clics, en fait, de trouver qui est le légitime propriétaire. C'est évidemment tout à fait irréaliste, en fait. Et la recherche de provenance, ce sont des compétences spécialisées qui nécessitent de faire appel à des chercheurs professionnels, en fait, de ce domaine. Je crois que c'est très important de le signaler. Vous avez donné un aperçu des sources sur lesquelles vous travaillez, de la complexité d'interprétation de ces sources. Et voilà, nous-mêmes, en fait, nous sommes limités dans nos compétences parce que nous ne savons pas forcément tout interpréter, nous n'avons pas accès à tout. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine et l'interprétation est complexe. On a peut-être d'autres questions ? Oui. Merci infiniment à nos intervenantes de rendre accessibles des recherches aussi complexes. J'avais une question, parce que j'entendais tout à l'heure le chiffre de 60 000 œuvres, qui me fait penser à un autre chiffre de 70 000 œuvres environ au Quai Branly. Effectivement, d'œuvres dont les 2/3 auraient été acquises, j'emploie un conditionnel, entre 1885 et 1960. Ma question est la suivante. Quelle est l'actualité de la commission CIVS sur ce sujet, au sujet de ces œuvres-là, si tant est qu'il y en ait une ? Alors, pour le Quai Branly, on se retrouve dans un autre contexte, c'est-à-dire le contexte des biens, des héritages coloniaux. Et donc, ce n'est pas, sauf si cas particulier, si ces œuvres étaient
dans des collections juives, ce n'est pas traité par la CIVS. En revanche, il y a effectivement une actualité juridique puisque les 4 champs de recherche dont nous avons parlé sur la provenance, c'est-à-dire les spoliations antisémites, les biens issus de la colonisation, les restes humains et le trafic d'art ont fait ou feront l'objet de lois cadres. Effectivement, c'est très particulier puisque sur ces 4 champs de recherche, politiquement, le contexte colonial est une question très sensible. Et contrairement aux spoliations antisémites, où on va négocier de propriétaire à propriétaire, dans un contexte colonial, on va négocier de pays à pays. Or, voyez-vous, les frontières ont bougé, les communautés ont bougé. Donc on est sur des questions de provenance. C'est pour ça qu'on est, nous, en recherche de provenance, souvent, on dit qu'on est spécialisé dans le contexte 33-45 parce que le contexte de ces biens-là nécessite des autres sources, et d'ailleurs souvent ce sont des sources orales qui ont une autre complexité, ou en tout cas qui ont une approche complètement différente. Mais effectivement, on peut retrouver ces objets dans des collections spoliées. Donc là, effectivement, on passera aussi sur la même validation ou la même définition des hypothèses que s'il s'agissait d'un tableau comme on vient d'en parler. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais alors oui, effectivement, il y a une loi cadre aussi qui est en discussion, qui doit venir prochainement, on ne sait pas trop quand. Effectivement, l'actualité culturelle est très chargée en ce moment et très sensible. Voilà. Ce qui peut être vous intéresser, c'est qu'il y a une sorte de bourse tripartenaire entre l'Allemagne, la France et un pays africain, afin donc de travailler sur les institutions publiques et les collections en Europe et de trouver le bon interlocuteur dans le 3e pays, tout en Afrique, tout en réfléchissant sur les objets, les qualifier, les contextualiser, etc. Donc c'est une bourse qui est gérée par le Centre Marc Bloch à Berlin, mais c'est une institution française. Et voilà, si vous avez des gens qui souhaitent postuler, le délai est en cours. Et voilà, la formation sur ces thèmes est très importante. Donc en France, il y en a une, on pourrait peut-être mentionner ceci, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de jeunes dans l'auditorium. Donc il y a plusieurs formes pour s'y initier, avec soit des études d'histoire de l'art, même d'archivistique. En France, il y a... je vais peut-être te passer la parole dans 3 secondes. Donc, en Allemagne, on a 3 universités qui forment, c'est donc notamment l'Université technique de Berlin. Il y a des curriculums spécialisés à Bonn, à Würzburg et à Munich, qui peuvent donc amener à une professionnalisation des personnes, souvent basées donc sur des études, une formation universitaire en histoire de l'art. Et en France, avec l'école du Louvre qui est tout récent, il y a une formation intéressante. Alors, oui, justement. Donc, effectivement, alors juste un point avant cette actualité de formation, c'est toutes ces questions-là, elles sont vraiment prises en main aujourd'hui par les musées et par le ministère et par le service des musées de France. Le Quai Branly a initié de nombreux programmes, et c'était le premier aussi à interroger ses propres collections, des programmes qui sont binationaux aussi, mais qui se sont immédiatement tournés vers le continent africain pour travailler avec eux, en formant aussi des conservateurs des pays concernés à prendre en main cette question de la provenance. Donc il y a vraiment, alors c'est très complexe, mais il y a vraiment un mouvement de fond qui est forcément, vous allez me dire, oui, mais il y a les lois cadres, donc c'est obligatoire de le faire. Oui, mais c'est un mouvement global qui est tout de même positif. Et effectivement, comme le disait Nathalie, qui a donné naissance et l'opportunité à de nouvelles formations. Donc l'école du Louvre, mais Paris-Nanterre, qui s'est dotée d'un diplôme universitaire. Et tout ça s'inscrit dans la continuité de formations portées par l'INHA, par l'INP, qui vont vraiment s'adresser aux professionnels
et aux étudiants. Donc ça, c'est très positif. Et ça, pour le coup, c'est une nouveauté. Le Louvre, ça date, je crois, d'il y a 2 ans, pas plus. L'Université Paris-Nanterre, c'est 5 ans, 4 ans. Donc vous voyez, c'est très, très récent. Cette professionnalisation de la recherche de provenance et la prise en main à ce niveau-là de ces problématiques qui ne viennent pas toutes seules, qui sont une demande du public et une exigence de transparence, mais aussi un exercice de lucidité pour les institutions, sont vraiment au cœur de l'actualité. Alors nous, on travaille aussi sur le marché de l'art, donc vous voyez, sur la question du trafic, du vol, du faux, on doit aussi composer avec l'actualité, c'est-à-dire l'actualité, mais on va dire les choses comme elles sont, c'est aussi des faussaires qui ont performé dans leur technique, des voleurs qui ont performé aussi dans leur technique, et donc on est face à un système qui est de plus en plus difficile à appréhender et dans lequel on doit s'outiller, s'armer, se rassembler et parler d'un même langage pour y faire front. Voilà. Et quand la politique ne suit pas, il y a... oui, parce que la politique, ça dépend, ça peut être un peu plus long. Et vous avez des questions. Nous, dans notre association, donc, il y en a une en France qui vient de se créer, le comité de recherche de provenance et le R, le deuxième, voilà, CPRP. Est disponible, donc on est ouvert à des questions aussi des privés, donc comme ça c'est un peu détendu. Si vous avez par exemple hérité d'une peinture et vous ne savez pas si vous pouvez la verser sur le marché et vous ne voulez pas tout de suite voir votre galeriste, ah oui, on a ces questions-là. On a même des descendants de familles nazies qui s'adressent donc à nous. Donc l'association en Allemagne, elle a un sous-groupe qui s'appelle France et on s'informe, on s'échange entre les chercheurs des conservateurs. Et c'est une entrée informelle, mais qui peut être utile. Donc c'est pour ça que je vous ai remis nos contacts sur l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Par rapport à ce que vous disiez juste avant et à votre travail de suivi de l'actualité du marché de l'art et peut-être ce que vous voyez passer dans les ventes aux enchères, est-ce que vous avez des moyens d'action pour, je ne sais pas, poser des questions aux maisons de vente ou éventuellement bloquer des ventes s'il y a quelque chose qui attire votre attention sur un doute ? Alors vraiment, ça dépend de quelle maison de vente il s'agit. C'est vrai que on parlait notamment sur ces questions de faux. Moi, ça fait 10 ans que j'ai ouvert mon cabinet. Il y a une dizaine d'années, j'avais, je pense, un dossier par an de faux et on va dire 2 à 3 dossiers problématiques concernant les provenances. Aujourd'hui, je pense que j'ai un dossier de faux 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, et des questions d'œuvres, alors pas forcément d'œuvres spoliées, mais d'œuvres sous-documentées, ou alors des provenances maquillées. Et ça, c'est aussi un volet de la recherche de provenance, c'est de savoir déterminer les fausses provenances, parce qu'on a aussi des experts en fausses provenances maintenant, qui nous font des très beaux documents, des belles fausses factures. Et là, effectivement, on est obligé de calibrer notre expertise en fonction, à la hauteur des compétences des faussaires et des voleurs. Sur les maisons de vente, alors, ça serait mentir de dire que c'est facile, mais on a quand même une écoute et une possibilité d'alerter déjà. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que le cas du Greco à Sotheby's à New York, qui a été retiré de la vente en mars, est un contre-exemple de ce que je vais dire. Mais normalement, on peut alerter en disant c'est de votre responsabilité. Nous, on vous a alerté. Nous, en tant que chercheurs, on voit quelque chose, même si on n'est pas missionné, c'est de notre devoir déontologique de chercheur de dire attention. Là, ce qui se passe là, vous engagez votre responsabilité de maison de vente. Alors évidemment, ce n'est pas directement la responsabilité de la maison de vente, puisque c'est la responsabilité du vendeur et de l'acheteur. Je vous rappelle que les diligences sont à la charge de l'acheteur.
ce qui n'est pas forcément faisable. Vous devez mener une recherche de provenance avant acquisition en une quinzaine de jours entre la publication du catalogue et de l'historique de vente et les enchères. Mais effectivement, il y a un dialogue qui est en train de se... Je suis quand même très positive, et je suis d'ailleurs très positive aussi avec les marchands d'art, parce que s'il y a eu des pratiques contestables, et il y en aura toujours, hein, on ne va pas créer un faux discours, mais il y a une évolution, il y a des marchands d'art qui font appel à des chercheurs de provenance, et je trouve que le dialogue est plus facile, puisqu'il y a aussi ces lois qui obligent et qui clarifient la position et les responsabilités des uns et des autres. Ça, c'est pour la France et les États-Unis. Pour l'Allemagne, c'est... Oui, non, mais le terme dialogue est existentiel dans ces situations. Et quand vous avez des lois, ça peut parfois trop canaliser le dialogue. Quand il n'y en a pas, vous avez toutes les possibilités. Donc, un exemple, il y a un grand conservateur français dont le fils a dû, René Hugues, dont le fils a dû, dans l'urgence, vendre ce qui restait des documents officiels, et voire même une peinture qui, sur le dos, avait une étiquette d'un château en Baden-Württemberg. Donc, la France n'a pas pu intervenir directement, mais comme on est en contact, en échange, ils m'ont appelé, j'ai appelé le château, ils ont envoyé les lettres officielles, l'objet a été retiré de la vente, voire restitué. Tout ça sous le radar. La peinture, elle est aujourd'hui à nouveau dans ce château, et tout va bien. Mais je veux vous parler aussi d'un autre exemple. C'est qu'il y a des privés qui, une fois qu'ils ont réfléchi sur certaines situations, donc c'est une grande maison d'enchères qui est en 3e génération et active en Suisse, il a fini à restituer de sa collection privée à une des familles. Donc c'était la première restitution. La famille, c'est la famille Freund. C'était la première restitution après les lois de Washington, les principes de Washington. C'est la maison de vente, suivie par 2 autres restitutions privées complètement passées sur l'horizon. C'était une restitution pas obligée par une quelconque loi. Donc c'est quelque part aussi notre motivation pour le travail, dans la mesure qu'on peut publier nos résultats, contextualiser une histoire, mettre la lumière sur un destin d'un collectionneur qui a complètement été effacé par l'histoire, par le marché, par la réception, il peut y avoir un effet sur l'opinion publique ou privée. Et donc, on peut toujours rendre. Si on est propriétaire, on peut toujours rendre et n'est pas obligé d'attendre une obligation. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, ou est-ce qu'on en reste là pour aujourd'hui ? Quelques lectures à nous conseiller ? C'est très bien pour conclure, effectivement. Voilà, ça dépend de vos connaissances linguistiques. Donc, si vous voulez vous faire de l'anglais, je dis l'anglais. Alors, il y a le site du DZK, Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, où vous trouvez ce manuel avec de la bibliographie. Mais sinon, il y a bien sûr le site du ministère de la Culture. Donc, il s'enrichit au quotidien. Et voilà, mais il y a aussi des approches plus littéraires. Tu veux en parler ? Et la base Rama de l'INHA aussi, que je recommanderais, avec des biographies de marchands qui permettent d'être une bonne introduction aussi. Mais je laisse Déborah compléter. J'allais en parler, je pensais à ça, je pensais d'abord à l'histoire de ces marchands qui ont collecté, qui ont su découvrir, qui ont eu l'audace et le génie de mettre en avant des peintres qui aujourd'hui font la richesse de nos musées et qui ont été dépossédés aussi. Il y a des parcours formidables, dont pas forcément spécifiques sur la recherche de provenance, mais qui vous permettent de très bien comprendre le contexte et de comprendre la nécessité et le pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui et comment cette volonté de sortir du silence aussi. Évidemment, sinon on a les ouvrages de base dont on a parlé. Il faut absolument lire The Rape of Europe et Le musée disparu.
Et aujourd'hui, il y a même des très belles choses. Et donc, évidemment, les carnets de Rosevalent, toute la littérature sur Rosevalent, et Edmund de Waal, que vous connaissez peut-être, qui a été aussi une pierre angulaire de la recherche de provenance, le lièvre aux yeux d'argent, ou d'ambre, voilà. Ça fait déjà... Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait aussi une actualité en roman graphique qui est très intéressante, la collection Inavouable, une bande dessinée aussi sur Rosevalent. Donc il y a des très belles choses, des gens qui se sont emparés de ce sujet. L'Institut national d'histoire de l'art dépense un séminaire sur le patrimoine. C'est mis en ligne. Vous avez donc des petits films YouTube. C'est très intéressant. Il y a tout un éventail pour des approches. Il y a donc des ayants droit qui font la recherche. Ça, c'est très pertinent dans la mesure, voilà, c'est pas la séparation entre science et puis l'objet, si vous permettez. Mais voilà, et si vous venez, voilà, peut-être ici aux visites. Sur la recherche de provenance, voilà, vous auriez des interlocuteurs voilà, à Lyon même, et on va vous avertir si on fait prochainement encore des séminaires ou des conférences à Vichy, Riom, Moulins, voilà. Merci beaucoup, merci à tous pour votre attention.